15 septembre 2018, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP a tenu son 7e congrès ordinaire à Ouagadougou. Parmi les grands sujets débattus au cours de cette instance, les droits humains à l'aune des acquis de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et la résistance de septembre 2015. Ainsi, quelle vision des droits humains dans un Burkina post-insurrectionnel? Pour en parler, votre émission Question à la Une reçoit André Thioro, jurisconsulte. André Thioro est président de la section MBDHP du Oui. Monsieur Thioro, bonjour et bienvenue dans les locaux de Radio Liberté. Bonjour, monsieur Dasmanin. Pour commencer, monsieur Thioro, oui. Quelle définition assez simplifiée pouvez-vous donner à la notion des droits humains? Alors, merci encore de m'inviter à votre émission. La définition simple que l'on peut donner des droits humains, c'est les droits qui sont inhérents à la nature humaine, sans lesquels on ne peut pas vivre comme être humain. Donc c'est la définition qui est acceptée mondialement par tout le monde et qui fait consensus. Quelques exemples. Le droit à la vie, par exemple, ça c'est le premier des droits humains. Si tu n'es pas vivant, il est difficile qu'on puisse effectivement parler des droits humains. Alors, le droit de penser, le droit de manifester, le droit de donner son opinion sont des droits humains qui sont inhérents à la nature humaine. Parce que dans un État, si les gens n'ont pas ces possibilités, il est évident qu'ils ne sont même pas des citoyens. Parce que, comme j'aime le dire, un citoyen, on peut naître burkinabé, mais on devient citoyen burkinabé, comme j'aime à le dire. Sinon, on devient un numéro de carte d'identité simplement. Alors donc, pour pouvoir accomplir, pour devenir un citoyen à part entière, il faut tous ces droits-là qui vous permettent de développer vos facultés, de participer à la construction de la vie de votre nation. Ces droits, il y a cette catégorisation-là que les défenseurs, promoteurs de droits humains en font, parlant par exemple de droits fondamentaux. Qu'est-ce qui peut expliquer cette différenciation des droits humains? En réalité, c'est que les droits humains sont catégorisés, j'allais dire, en 3 grandes catégories. Les droits civils et politiques. Et ça se comprend bien naturellement parce que, évidemment, quand l'État capitaliste commence à se mettre en place, le système capitaliste commence à se mettre en place et qui avait pour vocation à remplacer le système féodal, ils avaient besoin d'un certain nombre de droits pour pouvoir donc agir, notamment les droits civils et politiques, parce qu'il n'était pas reconnu à tous les citoyens de pouvoir agir. C'était des gens à qui on considérait qu'ils, de leur naissance, avaient un certain nombre de droits légitimes à gouverner les autres. Donc la bataille pour les droits civils et politiques visait simplement à reconnaître à tous les citoyens la possibilité de participer à la vie de leur nation. Ça, c'est la première grande catégorie et qui est consacrée par la révolution, j'allais dire, française de 1789. Mais je dis souvent aussi que la révolution française de 1789 n'est que l'aboutissement d'un long processus, puisque même dans nos contrées, j'aime aussi à citer l'exemple donc de l'Empire Manding avec la charte de Kouroukanfouka. En 1235, après la bataille de Kirina et quand Sundiata Keïta devient l'empereur, la charte de Kouroukanfouka qui est élaborée en 1236, effectivement, est un document précurseur des droits humains parce que l'article 5 de ce document dit que le droit à la vie est sacré et il reconnaît un certain nombre de droits. Donc, nous sommes toujours dans la catégorisation. Nous sommes toujours dans la catégorisation. Maintenant, si on revoit la première catégorie, donc ce sont les droits civils et politiques. La deuxième catégorie, c'est les droits économiques. Mais comment ils arrivent aussi? Ils n'arrivent pas par hasard parce que la construction des droits humains a été une succession de luttes populaires, intellectuelles pour arriver à cela. J'ai dit 1780 est une grande étape importante parce que ça consacre le passage du système féodal au système capitaliste avec toutes ces lois, avec les droits aussi qui sont liés à ce système de production. Mais en 1917, quand la révolution bolchevique triomphe, une deuxième catégorie de droits humains apparaît, ce sont les droits économiques et sociaux. Et là, parce que la révolution sociale d'octobre, socialiste d'octobre, visait justement la question sociale précisément. Et les droits qui ont été reconnus là-bas, c'est le fait que l'État est comptable vis-à-vis de la classe ouvrière, vis-à-vis du peuple,
vis-à-vis de la jeunesse et qu'il a l'obligation de satisfaire un certain nombre de droits sociaux et économiques, notamment le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Donc c'est la révolution française et la révolution socialiste d'octobre 17 qui a intégré dans le corpus des droits humains la deuxième catégorie des droits humains qu'on appelle donc droits économiques et sociaux. Maintenant, il y a une troisième catégorie qui est apparue, qui sont les nouveaux droits. C'est notamment le droit à l'environnement, Et c'est important aujourd'hui quand on voit toute la question des changements climatiques, avec tout ce que ça crée comme désordre et tout ce que ça pose comme problème dans la perturbation de la production et de la chaleur, des inondations, tout ce que vous voyez. On voit aussi que ces droits-là ont un rôle extrêmement important. Donc, ce sont ces trois catégories qui font aujourd'hui le corpus des droits humains, si on peut s'exprimer ainsi en termes de catégories. Alors, à l'image de votre organisation, le MPDHP, beaucoup d'autres structures se battent aujourd'hui pour la défense et la promotion des droits humains un peu partout dans le monde. Mais d'où vient-elle cette notion des droits humains? Comme je l'ai dit, il vient simplement de la nature humaine, parce que, évidemment, tous ces droits dont on a parlé tantôt, évidemment, chacun d'entre nous, en tant que citoyen, a besoin de ça pour se réaliser. Si on prend la question de la participation, qui relève donc des droits humains, évidemment, c'est important. Parce que le droit de vote n'est pas arrivé simplement. Si on fait un petit historique, ça aussi a été des conquêtes populaires. Est-ce que le savez-vous qu'en France, il n'était pas donné à tout le monde de voter? Le droit de vote, c'est ceux qui avaient la capacité de payer le cens, c'est-à-dire qui était un niveau d'impôt, qui avaient le droit de voter. Donc ça veut dire que tous ceux qui n'avaient pas les moyens, les pauvres, c'est-à-dire des ouvriers, des paysans, et les gens sans terre, les gens qui ne travaillaient pas, ne pouvaient pas voter. Or, c'était la grande majorité. Donc ça veut dire que la gouvernance était entre les mains des possédants. Donc il a fallu des batailles pour rendre ça populaire. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont voter sans savoir que ça a été des luttes, ça a été des révolutions. 1848 notamment, en France, c'est ça qui a fait en sorte qu'on a institué le droit à ce que tout le monde puisse voter. Même quand on a rendu le vote populaire, les femmes étaient exclues. Les femmes ont accédé au droit de vote en France qu'après 1945, après la guerre. Et aux États-Unis, si je ne m'abuse, c'est entre 1960 et 1964 que les femmes ont commencé à voter là-bas. Donc on voit bien que ce sont des conquêtes qui sont liées aux luttes qui sont menées par les peuples, par la jeunesse, pour accéder à cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit avoir ça. Donc les droits humains sont liés même à la nature de l'homme. La quête d'un gouvernement meilleur, pour un vivre ensemble meilleur, est lié à ça. Et je pense que c'est dans ce processus-là qu'un mouvement comme le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples est né. Parce que, situons-nous le contexte, c'est 19 février 1989. Alors, bien avant même qu'on revienne sur la naissance même du MPDHP, restons toujours sur l'origine même des droits humains. Vous avez expliqué que ça vient même de la nature humaine. Mais ce qui concerne la formalisation de ces droits-là, pour qu'aujourd'hui on parle de défenseurs qui, autour d'un certain nombre de textes, s'appuient pour effectivement faire la promotion des droits humains. Quand on veut repartir à l'origine, d'où peut-on situer le début de cette formalisation? Ça a été un processus, la formalisation. C'est pourquoi je suis remonté depuis, je dis la charte de Kurukanfuka, mais avant la charte de Kurukanfuka, en Angleterre. Il y a eu en 1215 avec la Grande Charte, ce qu'on a appelé la reconnaissance des droits individuels. Ensuite, j'ai parlé de 1236, la Charte de Kurukanfuka. Je peux parler aussi de 1776, la résolution d'indépendance des États-Unis. Je peux parler de 1789, la révolution bourgeoise en France, qui est une étape extrêmement importante. Et une des déclarations, d'ailleurs, c'est une de ces déclarations qui reconnaît, à son article 37 de la déclaration de 1793, qui reconnaît l'insurrection comme un droit fondamental et même comme un devoir quand le gouvernement n'est plus capable de satisfaire les besoins donc, du peuple. Ensuite, je l'ai dit tantôt, 1917 aussi est une étape extrêmement importante dans ce processus-là jusqu'à arriver maintenant en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est ce processus-là qui a permis, j'allais dire, sur la base de l'expérience
que les peuples ont vécu sur les différents continents, parce que je n'ai pas parlé de l'Amérique latine, il y a eu aussi des luttes là-bas pour formaliser les droits humains. C'est cet ensemble-là qui, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, qui a connu des atrocités et une atteinte massive aux droits humains avec l'Holocauste que vous connaissez, qui a fait qu'il y a une prise de conscience collective, internationale, il y a des planétaires, pour consacrer les droits humains dans un corpus de documents qu'on appelle la Charte internationale des droits humains, qui est composée non seulement de la déclaration, mais aussi du pacte international sur les civils et politiques, le pacte sur les droits économiques et sociaux. Donc c'est ce corpus-là qui donne, c'est cet ensemble-là qui a formalisé donc les droits humains au plan international. Mais comme je l'ai dit, ça remonte depuis la nuit des temps. En 1215, c'est pas hier, jusqu'à arriver en 1948, qui est la formulation au plan international, jusqu'à ce que aussi nous on s'empare sur la base des besoins que le peuple burkinabé avait pour mettre en place ces structures des droits humains et consacrer un certain nombre de dispositions dans notre constitution. Votre argumentaire montre que vous êtes en porte-à-faux avec une certaine opinion qui range le principe des droits humains du côté des pratiques importées dans les pays africains. Oui, quand ça arrange beaucoup de gens, quand tu parles par exemple de marxisme, on va dire oui, c'est importé. Quand tu parles de droits humains, on dit que c'est importé. Mais si on prend le cas de Kouroukan-Fouga, c'est les historiens, c'est les anthropologues qui ont reconnu ce document comme un document fondateur où les droits humains dans nos contrées ont été reconnus même avant la lettre dans d'autres pays, dans d'autres continents. 1236, c'est pas hier. Ça vient juste après 1215 à Grande-Bretagne. Donc, de ce point de vue-là, moi je suis à l'aise. C'est-à-dire que l'humanité, j'allais dire, est une. Ce qu'il y a de positif, et d'ailleurs les Moussis le disent, ce qu'il y a chez les peuples, c'est ce qu'il y a chez les Moussis. Donc j'allais dire ce qu'il y a sur le continent africain, c'est ce qu'il y a aussi sur le continent, j'allais dire européen, américain. Donc c'est pas ça la question. Nous avons nos spécificités, nous avons nos cultures, c'est vrai, on doit s'appuyer sur ça, mais il y a quand même un fond qui est que l'humanité, qu'on soit noir, blanc, jaune, on respire, c'est le même sang là qui circule dans nos veines et on a les mêmes besoins. C'est sur ça aussi que les gens se sont basés sur ça pour mettre en place le système de l'esclavage, sur le système de la colonisation, sur le système du néocolonialisme, parce que justement, on a voulu nous spécifier tellement qu'on nous a même dénié le droit d'être des hommes à part entière. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc la question de l'universalité des droits là, ça ne nie pas la spécificité des uns et des autres, mais ça montre seulement qu'il y a un dénominateur commun entre tous les êtres humains et que les droits humains, si on n'a pas ça, on ne peut pas vivre comme être humain. Et ça, c'est qu'on soit noir, blanc, jaune, ça n'a pas de frontières sous ce rapport-là. Et je l'ai montré à suffisance. Ceux qui peuvent aller sur Internet et donc à cliquer Kouroukan-Fouga, ils vont le voir. C'est des noirs en bonne et due forme. Soundiata Keïta, on l'a étudié, j'allais dire, à l'école primaire, à l'école secondaire, etc., comme un grand dirigeant. Mais c'est un noir. Donc, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est peut-être par ignorance qu'on pense que les droits humains sont d'importation. Avec cette origine diverse, aujourd'hui, d'un pays à un autre, on a bien l'impression que les droits humains sont diversement appréciés. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Si je comprends bien votre question, diversement apprécié, peut-être diversement mis en œuvre, si on allait dire. Ok. Parce que selon les contextes, effectivement, les gens ont acquis des espaces où les droits humains s'expriment plus facilement. Si on prend notre situation nationale, par exemple, sous le Conseil national de la Révolution, effectivement, on a assisté à une négation massive des droits humains et notamment le droit à la vie. Et ça s'est prolongé sur le Front populaire, ça s'est prononcé sous le régime de Blaise Compaoré et les assassinats. C'est clair. Mais quand les mouvements des droits humains, notamment le MDHP, a été mis en place, qu'il s'est battu contre ces pratiques barbares. Évidemment, il y a des espaces de liberté qui ont été créés. Il n'est pas le seul, mais il a contribué énormément à la civilisation des mœurs politiques dans notre pays. Donc, ça veut dire que quelque part, même dans notre pays, la pratique, le respect des droits humains a été, il y a des circonstanciels de temps. Par exemple, si on prend sous la Troisième République, où le président l'a mis en œuvre, je pense que tout le monde le respecte. Les droits humains ont été largement, respectés, alors que pendant sous Maurice, elle était moins. Donc ça veut dire que si on fait la comparaison au niveau pays aussi, on va se retrouver que le respect des droits de l'homme va être en fonction aussi des rapports de force que le peuple arrive à créer pour dire il faut qu'on respecte
ce qui est nécessaire pour qu'on vive en tant qu'être humain. Donc, c'est contre l'impunité, c'est contre les arrestations arbitraires, c'est contre la torture, c'est la reconnaissance aussi d'un certain nombre de droits sociaux comme le droit à la santé, le droit à l'éducation, pour lesquels on se bat. Donc, c'est la réponse que je peux donner, c'est-à-dire qu'en fonction aussi de la mobilisation populaire, les espaces qui permettent aux droits humains de s'exprimer peuvent être larges comme restreints en fonction de la mobilisation populaire, parce que c'est dépendant de cela. Est-ce qu'on peut dire que d'un système politique, un système de gouvernance à un autre, le droit est universel ou bien il s'adapte à chaque système? Si je comprends bien votre question, est-ce que les droits et les droits humains sont quelque chose de donné une fois pour toutes? Si c'est ça la question, j'ai dit non. Effectivement, le droit, c'est quoi? Le droit, pour parler un langage, j'allais dire, c'est pas fermé, mais fait partie de ce qu'on appelle la superstructure. La superstructure, c'est l'ensemble des idées qui ont force de loi dans un contexte précis. Et le contexte précis, c'est lié à l'économie. Si on voit aujourd'hui comment, après 1789, l'économie a été organisée sur la base du salariat et du capital. Ça veut dire qu'il y a d'une part les détenteurs de capital, d'autre part ceux qui vendent leur force de travail, les ouvriers. C'est ce rapport qui a été formalisé par le droit, n'est-ce pas? Mais sous le système féodal, ce n'était pas ça, c'était le rapport de maître à esclave. Donc le droit qui était là correspondait à ce système de production aussi. Donc on voit le droit qui prévalait, le droit féodal, n'est pas le même droit que le droit capitaliste. Et le droit capitaliste n'est pas le même droit que le droit socialiste, parce que je l'ai montré aussi que quand 1917 arrive en Union soviétique, il y a un autre droit, il y a une autre légalité qui se met en place parce que justement les rapports de production sont fondés non pas sur l'exploitation, mais le fait que le peuple qui a les moyens de production produit pour lui-même et dans ses propres intérêts. Donc on voit bien que le droit n'est pas quelque chose de statique. Moi je suis juriste, mais on ne m'apprend pas ça à l'école. Je l'ai découvert dans l'école de la vie que le droit n'est pas statique, parce que tous ceux qui m'écoutent et qui sont juristes, quand on arrive dans les facs de droit, on commence par dire la loi est générale, impersonnelle. Mais on n'explique pas d'où vient la loi. La loi vient de l'État, mais l'État est une forme d'organisation qui est apparue à un moment précis dans la société au cours de l'humanité. Donc il y a eu l'État féodal avec le droit féodal, il y a eu l'État capitaliste avec le droit capitaliste, et il y a le droit socialiste avec l'économie socialiste avec aussi le droit socialiste. Donc on voit bien que le droit est lié au rapport de production, à la forme d'organisation qu'on s'est donnée comme forme d'État. Dans une société. Dans une société. On va progresser. Comment les droits humains ont commencé à prospérer dans le contexte burkinabé? Alors, les droits humains ont commencé à prospérer dans notre contexte lié à l'expérience propre même de notre pays. Si on prend la Première République, dont le chef de gouvernement, le président, était Maurice Lamine-Guèye, vous rencontrez dans la documentation que c'était un pouvoir dictatorial. La Deuxième République, plus la Troisième République qui vont apparaître, vont voir un type d'État qui est quand même moins dictatorial, parce que quand il y a eu le 3 janvier, qui a renversé donc Maurice Lamine-Guèye et son régime, évidemment le régime qui a été mis en place ne pouvait plus faire comme avant, puisqu'il a quand même été renversé sur la base d'un certain nombre de griefs, notamment l'aspect du non-respect d'un certain nombre de droits, n'est-ce pas? Évidemment, on passe la Troisième République, après il y a une série de formes de gouvernement militaires qui sont mis en place, je pense au CMRPN, du colonel Césaire-Beau. Ensuite, il y a le CSP1, CSP2, jusqu'au Conseil national de la Révolution avec le président Jean-Baptiste d'abord, ensuite le président Sankara et ainsi de suite jusqu'au Front populaire. Donc, notre pays va connaître à un moment donné une situation d'état de déception. Souvent aussi, j'aime le dire, on a battu les records en termes de coups d'État. Par exemple, entre le CMRPN, le CSP1, le CSP2 jusqu'à l'avènement donc du Conseil national de la Révolution. Le CNR. Il va se passer pratiquement 9 mois où on réalise 3 coups d'État en même temps. Donc c'est un record qui n'est jamais atteint dans aucun pays. C'est nous qui avons en macho. Mais évidemment, avec la mise en place de régimes d'exception tel que cela a été décrié par la suite. Mais on doit mettre un point particulier parce que l'introduction de la violence en politique, notamment les meurtres, commence avec le CSP2 et avec la mort du colonel Nésien, je pense, et qui va s'aggraver pendant tout le règne du CNR et du Front populaire et de l'UDMP jusqu'au pouvoir de la 4e République. Il y a beaucoup de gens, notamment des gens du peuple, qui ont été victimes de ces états de déception, qui ont fait la prison, qui ont connu la torture, mais quand ils sont sortis, ils ont dit
plus jamais ça. Donc, c'est des périodes où les droits humains étaient presque inexistants, ou en tout cas... Il était bafoué et massivement violé, comme on aime à le dire, et qui était le constat. Donc, interroger aujourd'hui les syndicats, interroger le rapport du collège des sages, vous allez voir la longue liste de gens qui ont été tués. Or, comme je l'ai dit en introduction, le premier des droits humains, c'est la vie. Et jusque-là, il n'y a toujours pas un défenseur formel des droits humains, en tout cas en termes... Pas formel, mais si on veut dire avant la lettre, ceux qui ont défendu les droits humains dans notre pays, ce sont les syndicats de travailleurs et d'étudiants. Déjà sous la colonisation, il y a l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire qui se battait pour l'indépendance totale de l'Afrique. Or, déjà un peuple colonisé, ça veut dire que la négation de ses droits est totale. Donc, eux, ils se sont battus déjà pour l'indépendance, l'indépendance totale de l'Afrique, s'entend, je ne parle pas des indépendances formelles telles qu'on est parvenu en 1960. Donc, ils ont essayé de se battre pour qu'on acquiert une véritable indépendance. À mon avis, si on veut être juste historiquement, ce sont les précurseurs comme ça des droits humains avant la lettre, parce qu'ils faisaient du syndicalisme aussi, mais le syndicalisme, bien compris, va de pair avec la défense des droits humains. L'esprit des droits humains était bien ancré, en tout cas. Avant la déclaration de 1948, les textes qui ont commencé à consacrer les droits humains, c'est au niveau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, donc ce qui peut expliquer cela. Donc, les travailleurs, les syndicats de travailleurs et d'étudiants, comme la FEANF, la Fédération d'Afrique et des étudiants d'Afrique noire en France, et après l'UGEV et ses sections, ont été des défenseurs des droits humains avant la lettre, mais formellement, sur le terrain, le premier qu'on connaisse, si on veut faire droit véritablement, c'est le MBDHP, apparu en 1989. Avant ça, il y a eu des tentatives, mais qui ne sont jamais allées plus loin que la pensée de leurs concepteurs, c'est pas plus loin. Ça aussi, c'est historiquement, il faut le dire, mais véritablement, la structure qui s'est constituée, qui a vécu, qui a travaillé et qui a introduit les droits humains dans la forme qu'on connaît aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un puisse contester au MBDHP d'être le pionnier en la matière. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de tentatives, il y a eu des tentatives, mais elles sont restées mornées. Référez-vous au livre de Edouard Ouedraogo, il en parle un bout, mais ce n'est pas aller plus loin que ces expériences qui ont été sans lendemain. Donc on ne peut pas les considérer véritablement comme les précurseurs des droits humains. Les précurseurs des droits humains dans notre pays, dans la forme qu'on connaît aujourd'hui, naissent avec le MBDHP. Et ce MBDHP naît finalement dans un contexte d'état d'exception. Alors, il est né dans un contexte d'état d'exception, c'est vrai, mais des gens aussi qui ont souffert dans leur chair et dans leur vie, c'est eux qui ont pris cette initiative. Collectivement, je le dis, ce n'est pas l'œuvre d'un individu, c'est une œuvre collective. Ça, c'est extrêmement important aussi pour la jeune génération. C'est collectivement tous ceux qui ont souffert de ces états d'exception qui ont dit plus jamais ça. Comment on s'organise pour effectivement mettre fin à cette forme de barbarie, comment on s'organise pour créer des espaces de liberté où effectivement les droits fondamentaux de la personne sont respectés. C'est ça qui est à l'initiative. D'ailleurs, j'aime bien revenir aussi sur ça parce que souvent on dit ah oui, à l'époque quelqu'un comme Salif Diallo, selon les chapelles, va être décrié, fait partie du premier bureau du MBDHP. Mais pour l'histoire, mais la question était de savoir est-ce que dans les contextes où on faisait du forcing pour entrer dans le bureau du MBDHP, fallait-il l'accepter et il n'y avait pas de mouvement des droits humains ou fallait-il l'admettre et que par la suite lui-même s'en aille de la façon dont il est parti des droits de ce mouvement. C'est ce qui a été fait. Je pense que ceux qui ont eu l'intelligence à l'époque, ces aînés-là, il faut leur rendre cette intelligence, de dire, bon, ce qui est important, c'est qu'à terme, on ait un mouvement des droits humains fort. Ce n'est pas ceux qui composent le bureau-là. C'est vrai qu'on les a critiqués, mais l'histoire leur a donné raison, parce que je pense que, paix à son âme, Salif Diallo a quitté le bureau du MBDHP de la manière dont on connaît. Donc, sous ce rapport-là, je pense aussi ça aussi, c'est extrêmement important. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, sous ce rapport, je pense que le MBDHP, et c'est aussi cela qu'il faut comprendre, parmi ces pères fondateurs-là, et aussi tous ceux qui, dans l'anonymat, ont œuvré pour que ce mouvement puisse vivre. Ça, c'est extrêmement important. Il faut leur rendre justice. Il y en a tellement. Donc, mais la jeune génération qui anime aujourd'hui le MBDHP doit le savoir et doit travailler dans cet esprit, justement, qui a fait que c'est un mouvement qui est populaire. Ce n'est pas la forme habituelle des mouvements des droits humains. Quand vous partez en France, la FDH, la Ligue des droits humains, là-bas, ce sont des avocats, des professeurs. Mais ici, tu rencontres aussi bien effectivement des avocats, des professeurs d'université, mais des étudiants, des ouvriers, des paysans.
tu retrouves l'intellectuel de grand niveau, professeur d'université, avocat, médecin, mais tu rencontres aussi le paysan dedans. Dans certaines sections, je crois que c'est la section du BAM, ça a été créé par un paysan. C'était le premier président, c'était un paysan. Donc, mais ça jure avec les autres formes de droits humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'ancrage populaire de ce mouvement-là que je suis en train d'indexer ici d'abord. Qu'en est-il des sacrifices pour asseoir effectivement le mouvement? Les sacrifices, je pense qu'on passerait toute une nuit pour le dire. Je pense d'abord le fait même de prendre cette initiative dans un contexte. Je suis du Lafaune et sous le temps de Soumaoro, on disait c'est-à-dire qu'on était obligé de parler en chuchotant. C'est-à-dire, je ne peux pas rendre la richesse de la forme. C'est-à-dire, une période où on ne peut pas parler là. C'est en ce moment qu'ils ont pris la décision de parler. C'est un acte courageux et beaucoup l'ont payé en termes d'arrestation. C'était sur le Front populaire. Le Front populaire, sous l'ODPMT, la 4e République. Parce que quand il y a eu l'affaire Norbert Zongo, le président du MDHP a été arrêté et rasé, mis en prison, avec d'autres. Et on a brûlé la maison et des responsables du MDHP à Koudougou. À Titao, on a chassé des gens du MDHP en disant qu'ils étaient des étrangers. Vous voyez bien que si on veut rentrer dans ça, c'est beaucoup. À l'époque, on les accusait de faire des revendications politiques vraiment pour lutter contre l'impunité. Moi, je concède ça parce que quand les droits humains apparaissent dans notre pays, y compris les tenants du pouvoir, que même les animateurs de choses, c'est un phénomène nouveau. C'est un phénomène nouveau. Mais ce qu'eux dénonçaient dans les droits humains ici, c'est ton potentiel, j'allais dire, subversif. Mais en quoi c'était subversif? Quelqu'un qui dit que vous n'avez pas le droit de torturer, vous n'avez pas le droit de tuer impunément, ce n'est pas de la subversion, ça tombe sur le coup du bon sens. Mais évidemment, pour un pouvoir comme ça qui était très frileux par rapport à la question des libertés publiques, ça devient de la subversion. Donc on peut comprendre que, effectivement, les fondateurs du MDHP aient souffert de ces accusations malveillantes, mais par la suite, j'aime bien citer aussi quelqu'un comme Mme Juliette Bonkungu, qui lors d'une séquence, quand elle était présidente du Conseil économique et social, a eu, dans un texte introductif, à magnifier tout le travail du MDHP en disant que effectivement c'est un mouvement qui a contribué et il était aux affaires, hein, c'est pas maintenant qu'on les a chassés du pouvoir, c'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui député du Congrès, mais c'est la période de la 4e République, c'est en 2000, donc on est en plein régime de la 4e République où elle reconnaît les mérites et l'utilité publique du MDHP malgré un certain nombre de choses qu'elle dit qui, à mon avis, n'a pas de sens. Ce qui a du sens et qui mérite qu'on s'arrête là, c'est de dire que ce mouvement a été d'utilité publique. Qu'on soit d'accord avec lui ou qu'on soit pas d'accord avec les animateurs, mais ça a rendu service à tout le monde. Et il continue de rendre service à tout le monde. Et ça, c'est extrêmement important. Au-delà des accusations parfois... Écoutez, si ça, on peut pas empêcher les gens d'accuser. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, qu'on a accusé le mouvement burkinabé des droits de l'homme d'être d'acquaintance avec le Parti communiste révolutionnaire voltaïque. Le PCRV. Mais que les preuves n'ont jamais été apportées formellement par le gouvernement et ce qu'il dit. C'est elle qui le dit dans ce texte-là. Donc, je ne pense pas que c'est ça qui soit intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que le MDHP a apporté dans ce pays. Parce que, ça aussi j'aime bien rappeler, que sous le fascisme, là, ceux qui sont restés sans rien faire disaient que quand on venait arrêter les gens, ils disaient non, ce sont des communistes. Ensuite, on venait arrêter les gens, on dit non, c'est des syndicalistes. Ensuite, c'était des juifs. Ensuite, c'était des catholiques. Mais quand on est venu arrêter celui qui disait que c'était des catholiques, des communistes, des juifs, là, quand on est venu l'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. Donc, la leçon est que ce n'est pas parce qu'on aura dit ça là qu'il faut cesser de supporter, de militer dans le MDHP, parce que là où on doit s'indigner, chaque fois que l'occasion de s'indigner de l'atteinte aux droits humains, là, il faut le faire. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on se retrouve de l'autre côté. Et je pense que c'est un dirigeant actuel de l'actuel pouvoir l'avait dit, quand en 2011, il s'est fait brutaliser, il a dit « Ah, ça dépend de quel côté on se trouve. » Et on ne sait jamais de quel côté on se trouve parce que les retournements de situation, comme disait le président Lamizana, on ne sait jamais quand ça arrive dans notre pays. Donc, il faut
éviter d'injurier l'avenir. Et le MBDHP a rendu service, je le dis encore, à tout le monde. Il faut cesser d'injurier l'avenir parce qu'on ne sait jamais. Ces détracteurs finissent par bénéficier de ces services. Et ça, c'est important. Continuons, parce que le MBDHP, on l'a dit, est né dans un contexte d'état d'exception. Après, il y a eu la normalisation. Ça veut dire que le mouvement a traversé plusieurs époques. Certainement que le mouvement adapte sa vision, sinon sa manière de faire dans la promotion et la défense des droits humains en fonction des époques, en fonction des périodes, en fonction des régimes. Alors aujourd'hui, avec l'avènement de l'insurrection populaire, de la résistance populaire aux putsch de septembre 2015, je dirais vu comme des résultats des luttes héroïques du peuple burkinabé. Alors dans quelle mesure les droits humains pourraient être adaptés au contexte actuel? Non, je pense que ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'effectivement, et je suis logique avec moi-même, c'est-à-dire que les droits humains ne sont pas statiques. Je l'ai montré historiquement, mais je peux le montrer aussi contextuellement chez nous. Rappelez-vous, en 1998, quand l'assassinat de Norbert Zongo intervient, c'est véritablement un choc national. Il y a une mobilisation populaire qui se fait et naturellement, une organisation comme le MBDHP en prend la tête. Parce que qu'est-ce qui est en cause ici? C'est quand même le droit à la vie. C'est autour de ça donc que va s'organiser le coup d'MPP, n'est-ce pas? Mais quelle critique les tenants du pouvoir d'alors n'ont pas fait en disant vous faites la politique parce que vous vous êtes mis ensemble avec des partis politiques. Mais ce qu'ils oubliaient simplement, c'est qu'on venait de tuer Norbert et ses compagnons d'infortune. Et que ça heurtait non seulement la conscience collective nationale, mais ça interpellait les défenseurs des droits humains sur un point clé qui est le droit à la vie. Soit le MBDHP alors s'engageait dans cette lutte-là où il disparaissait, parce qu'il perdait toute crédibilité. Et c'est l'application de première catégorie des droits humains dont je parle, droits civils et politiques, dont le droit à la vie est un élément essentiel. C'est la mise en œuvre, premier élément. C'est un comportement qui est dicté par la situation objective qui prévaut. Deuxième situation, quand arrive 2008, rappelez-vous les émeutes de la faim, 2011, pareil, la question qui est posée à notre peuple, c'est la question donc de la vie chère. Et il y a des manifestations. Mais est-ce que le MBDHP, objectivement, peut se mettre en marge d'une telle situation? À mon avis, non. Parce que si je lis bien encore, les catégories des droits humains, la catégorie de droits économiques et sociaux est convoquée ici. C'est naturellement qu'il se retrouve dans une coalition qui est la CCBC pour pouvoir agir. Donc, voilà deux situations où le comportement est dicté par la situation objective des luttes populaires dans notre pays et au regard de sa plateforme de mobilisation qui est les droits humains, comment elle, en alliance avec d'autres forces syndicales ou politiques, est allée en action. C'est extrêmement important. Ça montre simplement qu'on ne peut pas prendre les droits humains de manière statique. C'est la même chose quand l'insurrection intervient et que, elle y participe. Contrairement à ce que un certain nombre de gens encore avec des conceptions erronées évoquent comme quoi le mouvement n'a pas participé à l'insurrection. Je pense que là aussi, on peut avoir l'occasion de discuter. On peut avoir discuté parce que... Certainement, comme il n'y a pas eu d'appel formel venant du mouvement. Les militants, ils étaient dans la rue comme tout le monde. Ça, on ne peut pas les nier. Mais quand il arrive le coup d'État de septembre, évidemment, là encore, il n'a pas le choix. Sauf de se discréditer, il voulait de participer. Donc, on voit bien que c'est un mouvement qui était capable de lire son environnement socio-politique et surtout de faire corps avec le mouvement populaire. Parce que pourquoi les autres mouvements n'arrivent pas, dont parle Mme Juliette Boncour dans sa déclaration, n'arrivent pas à être crédibles? Parce que justement, ils ne font pas corps avec le mouvement populaire, ils n'ont pas la lecture qui est qu'il faut avoir des positions correctes chaque fois que de besoin. Si c'est des situations qui sont prises circonstanciellement, ça ne marche pas. Mais là, pour le MBDH, c'est une ligne de conduite qui l'amène à prendre ses positions. Sinon, il disparaît. Or, comme nous ne voulons pas disparaître, nous sommes obligés d'avoir cette lecture et de nous conformer parce que au cœur de l'action du MBDHP, c'est l'action émancipatrice de notre peuple et de notre jeunesse. D'en faire un peuple de citoyens. On est burkinabé, mais on devient citoyen burkinabé. Et le MBDHP contribue justement à faire des gens qui sont nés burkinabés des citoyens burkinabés parce que c'est un construit historique, c'est une construction, c'est une élaboration, c'est une conquête. Donc sous ce rapport-là, l'insurrection populaire d'octobre et la résistance populaire sont des éléments qui viennent montrer que véritablement,
il est possible de changer la légalité dont on parlait, puisque la question qui s'est passée quand il y a eu l'instruction, les gens se sont battus pourquoi? Pour faire un changement. C'est pas ça? C'était ça la question. Changement de la gouvernance, changement de la façon dont les richesses nationales sont distribuées, changement dans l'impunité, les crimes, la fin des crimes économiques, etc. À travers le non à la modification de la trans. Qui n'était qu'un prétexte. Qui n'était qu'un prétexte. Parce que souvent aussi, quand on montre la lune, l'imbécile, lui, regarde le doigt. Il faut regarder la lune. Ce n'est pas le doigt là qui a montré. Parce que c'est ça qui fait la différence entre nous et beaucoup de gens aujourd'hui. Parce que le débat était, vous dites ça, même si c'était un chien, à Koussiam, c'était mieux. Je dis non, il y a mieux qu'un chien à Koussiam. C'est un homme doué d'intelligence, un économie formé à bonne école, mais ça ne change pas. Donc ça nous interpelle sur la question du changement qui était posée à l'époque. C'est ce débat-là qui revient aujourd'hui. Ceux qui ont fait l'impasse sur ce débat sont rattrapés, n'en déplaise. Parce que ceux qui ont tapé sur le mur de la dictature militaro-machin de Blaise Compaoré pendant 25 ans étaient aussi dans la rue pour faire les choses. Maintenant, on peut s'arroger la paternité d'une insurrection. Mais la portée, c'est plus compliqué puisque la question qui était posée, on a fait l'insurrection. Mais aujourd'hui, la question du changement reste encore une question entière qui est posée. Pour dire que les droits humains aujourd'hui doivent être axés. Alors, dans les droits humains, oui. soyons clairs. Comme les dirigeants du MBDHP, pendant l'insurrection, ont eu l'intelligence, ce n'est pas un instrument pour prendre le pouvoir, mais c'est un instrument de conscientisation, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont fait. Ils doivent continuer dans ça, dans ce processus de conscientisation, comme je l'ai dit, pour faire encore un peuple de citoyens soucieux de ses droits et qui disent qu'il peut prendre son destin en main. Ça, c'est important. Parce que c'est cette question qui est posée. On ne peut pas tricher avec ça aujourd'hui. Dans un contexte où le droit à l'insurrection n'a pas été accepté dans la nouvelle constitution en vue d'adoption. Et vous saviez, moi je me rappelle encore que quand les gens disaient dans des conférences, en citant l'article 37 de la Constitution, dans la Déclaration des droits du citoyen en France, qui disait que l'insurrection était un droit légitime, c'était même un devoir pour les citoyens. Il y a beaucoup d'esprits bien pensants qui moquaient cela en disant que c'est un rêve dépassé, que c'est une affaire du 17e ou du 18e ou du 19e siècle. Bon, mais la réalité, je pense que a été écrite par notre peuple, que l'insurrection est intemporelle. Ce n'est pas une affaire de siècle. C'est simplement une affaire que les gens disent que dans cette forme d'expression populaire, ils expriment leur force ainsi. C'est ce qui a été fait. Donc, sous ce rapport-là, je pense que le débat aussi est clos, puisque ça fait désormais partie de notre patrimoine de lutte et de l'expérience de lutte de notre peuple. Qu'on l'ait inscrit dans une constitution, ça aurait été bien. Mais qu'on ne l'ait pas inscrit, à mon avis, ça ne change rien parce que c'est inscrit dans la conscience collective. Or, et ça c'est important, la constitution n'est rien d'autre que le rapport de force transcrit. Le rapport de force des différents composants d'une société donnée, c'est ça qui donne une constitution. Je parle de ceux qui savent ce que c'est qu'une constitution. Je ne parle pas seulement aller écrire des préambules, non. La constitution réelle n'est rien d'autre que la résultante d'un rapport de force de toutes les composantes d'une société donnée. Si tu ne l'inscris pas, ça veut dire que tu n'as pas transcrit la réalité. Et si tu n'as pas écrit la réalité, en réalité, tu condamnes cette constitution dans les faits à ce que les juristes appellent, c'est la désuétude. Non, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai écouté les bancs, mais ça va tomber en désuétude parce que ça ne correspond pas à la réalité objective. Vous voulez dire en quelque sorte, oui. La loi, c'est un rapport de force. La loi, oui, dit comme ça, oui. La Constitution même, parce que la Constitution, c'est la mère de toutes les lois, est un rapport de force. Mais les autres lois aussi, étant l'expression de cette Constitution-là, expriment le projet de société qu'il y a derrière. Donc ce n'est pas étonnant que la Constitution actuelle, qui formalise un type de rapport de production, n'ait pas voulu que les rapports de force que le peuple a acquis les 30 et 31 octobre soient inscrits dans la loi. Parce que justement, la base là n'a pas changé, la base objective là n'a pas changé. Sinon, si ça avait changé, on aurait d'autres institutions qui formalisent ce nouveau rapport de force que le peuple avait exprimé clairement les 30 et 31. Parce que je dis encore, pour ceux qui savent entendre, que les 30 et 31 là, le peuple a déchiré. Ce n'est pas l'article 35, c'est l'article 37 là qui a été révisé. Il a déchiré la Constitution de 1991. Je parle de ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire. C'est important parce que si c'est le rapport de force, il a imposé dans la rue. C'est-à-dire qu'il a rendu caduque la Constitution qui était en vigueur. Est-ce que tu comprends?
Donc c'est ça ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi c'est une vaine tentative. Pour dire que ça n'a pas été adapté. C'est une vaine tentative que de s'opposer à la volonté populaire. Mes amis espagnols aiment dire qu'un peuple uni est invincible. El pueblo unido jamás sera vencido, qu'ils disent. C'est-à-dire qu'un peuple uni ne sera jamais vaincu. Donc, à mon avis, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Et le MBDHP aujourd'hui est dans l'axe de cette volonté populaire. Non, il doit rester sur son métier. Son métier, c'est faire en sorte que les gens prennent conscience et deviennent des peuples de citoyens. Le reste, ils décideront de la forme qu'ils vont se donner pour se prendre en charge. Parce que ça aussi, c'est important de le savoir. Parce que c'est ça aussi, on fait des confusions. Mais c'est important que ce travail qu'il fait là bénéficie à tout le monde, puisqu'il contribue à une prise de conscience collective. Mais une prise de conscience collective, c'est pas pour s'asseoir, c'est pour effectivement c'est donner les moyens de prendre notre destin en main. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est ce que le MBDHP fait. C'est pourquoi les différents pouvoirs voient dans ce travail un potentiel subvertif. Rappelez-vous, sous la colonisation, on empêchait aux gens d'enseigner l'histoire et la géographie parce que justement, si on leur enseignait l'histoire et la géographie, ça allait les faire prendre conscience et ils allaient renverser, j'allais dire, le colonisateur. Donc, on leur a dit simplement de faire des jardins potagers. Comme ça, ils savent compter combien de kilogrammes de coton, machin truc. Mais du moment où c'est des matières qui permettent l'éveil de conscience, ils n'avaient pas droit à ça. On est un peu dans le même cas de figure. Et il y a aussi, même pendant la Révolution française, un député irlandais qui s'appelle Burke, Edmund Burke, disait à l'époque que les droits humains, c'était une mine qui allait faire sauter tout. Et il considérait justement les droits humains comme quelque chose de dangereux. Donc vous voyez bien, dire à quelqu'un qu'il a des droits devient un problème, franchement. Si on veut considérer les gens comme des hommes, on n'a pas à s'opposer à ce qu'ils aient la faculté de décider ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour eux. On est en face de cette situation. Alors, en résumé, pour terminer, oui. Votre vision des droits humains au diapason des volontés populaires? Non, je pense que la pratique du MBDHP l'a montré. S'il garde cet ancrage populaire, s'il garde l'option d'être au service de l'éveil populaire, là, il n'a même pas besoin de faire d'efforts puisqu'il est ancré dans le peuple. Et comme j'ai dit, le peuple est invincible. Si tu es dans le peuple, c'est que tu es invincible. Mais s'il quitte le peuple et fait autre chose, ça c'est sûr que ça posera problème pour lui-même. Donc, l'avenir du MBDHP ne peut se lire qu'effectivement à travers son ancrage populaire et sa capacité effectivement à faire corps avec les luttes populaires, parce que ça c'est important. C'est important parce que amener les gens à être un peuple de citoyens, pour moi, est quelque chose de fondamental, parce que ça amène les gens à réfléchir, ça amène les gens à dire ça c'est bon pour nous, ça c'est pas bon pour nous. On peut décider nous-mêmes de notre sort, parce que le discours qu'on entend, c'est comme si on ne peut pas faire des choses pour nous-mêmes. Non, c'est possible qu'on puisse s'organiser dans notre pays, là, que la majorité puisse s'organiser. La preuve, on dit aujourd'hui qu'on est pauvre. Mais regardez la quantité d'or qui s'envoie avec les milliards qu'on a. Est-ce que vous pensez que ça ne peut pas régler des questions? Si c'est bien réparti, si c'est géré comme il faut, est-ce que ça ne peut pas servir? Le MBDHP, son rôle, c'est ça, d'amener les gens à être un peuple de citoyens. Donc un peuple des citoyens, des gens conscients de ce que reprend ce pays pour nous, qu'on veut organiser le vivre ensemble. Mais tu ne peux pas vivre le rêve, le vivre ensemble pendant qu'il y en a la majorité d'or dans l'affaire, ce n'est pas possible. C'est cette question fondamentale-là qui est posée. Et c'est au cœur de l'action du MBDHP, les droits économiques et sociaux. Je reviens encore à notre point de départ. André Thureau, on va s'arrêter là avec cette émission. Merci d'avoir accepté de nous répondre à toutes ces questions relatives aux droits humains. Merci. Mon nom vient de sortir d'un congrès, le congrès du MBDHP, des congrès qui, à mon avis, j'allais dire, était inédit. Inédit parce qu'on est sorti avec une unité de point de vue renforcée sur les questions essentielles qui sont posées sur la question des droits humains dans notre pays, qui permettent au MBDHP de continuer sereinement son travail dans les 45 provinces et dans les sections de l'étranger comme la France, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Encore merci à vous, à toutes et à tous à l'écoute. C'était votre émission Question à la Une qui recevait André Thureau, juriste consulte. Il est le président de la section MBDHP du Oué. Merci de nous avoir suivis. Question à la Une de ce jour a été réalisée par Tion Sanogo avec la présentation de Dasmane Niangane. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Excellente suite de programme sur Radio Liberté.